Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Très Marvin. attention. Je vais super, super. Je suis vraiment très content d'être avec toi ce soir. Vraiment très content. Moi aussi, c'est un plaisir partagé. Génial. Et c'est la première session qu'on a ensemble. Oui, en effet, d'habitude, je suis plus spectateur qu'autre chose. Effectivement, effectivement. Alors, donc, on a un topic qui nous réunit. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation de rejoindre le podcast de la technologie blockchain en Afrique francophone. Donc, nous avons l'habitude de mener des sessions sur des thématiques d'actualité, parlant, traitant des nouvelles technologies de façon générale. Et nous avons entamé depuis un certain nombre de temps maintenant des thématiques autour de la gamify et du gaming de façon générale. Et je suis très content que tu aies répondu à cette invitation dans cette optique-là. Donc, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu ton profil, nous parler un peu de ton background pour ceux qui nous découvrent pour la première fois et surtout pour ceux qui vont t'écouter aussi pour la première fois sur notre podcast, de sorte qu'on puisse savoir qui est Marvin. Donc, je te laisse la parole et puis voilà, tu le fais comme tu le sens. Ok. Déjà, c'est aussi un plaisir pour moi que tu aies pu m'inviter. Ça me fait plaisir de pouvoir participer et sur un thème aussi intéressant et passionnant que déjà les nouvelles technologies dans les jeux vidéo avec la blockchain. Donc déjà, moi, c'est Marvin Ismaël. Je suis développeur back-end développeur web avec le langage Java et Kotlin, avec environ 2 à 3 années d'expérience bientôt. Je m'occupe précisément on va dire, de tout ce qui est partie logique en fait, dans une application web comme une application mobile. C'est un peu ça le back-end et je suis quelqu'un d'assez fan, on va dire, de jeux vidéo. Et aussi quelqu'un d'assez, on va dire, ouvert par rapport à l'idée d'incorporation de, de nouvelles technologies, en fait, que ce soit l'AI, enfin, l'IA et tout ce qui s'y rapporte. Je trouve que une bonne utilisation ou bien une utilisation encadrée pourrait faire, on va dire, toute la différence, en fait. Que ce soit dans le travail des développeurs ou dans l'utilisation, dans n'importe quel autre métier, je vais dire, en fait. Donc, voilà. Je pense que c'est, en gros, ce qui nous réunit ici concernant Gamify et les nouvelles technologies en Afrique francophone concernant les jeux vidéo. Voilà pour moi. Merci, merci Marvin. En tout cas, magnifique présentation et magnifique parcours. Merci à toi et très ravi en tout cas de t'avoir ce soir pour cette session. Bonsoir à Gédéon qui nous a rejoint. Bonsoir. Merci en tout cas pour ceux qui sont disponibles là de partager le lien autour de vous pour que les autres puissent se connecter. De toute façon, nous aurons le replay pour ceux également qui manqueront le live. Mais pour vous qui êtes disponibles, n'hésitez pas à mentionner des notes en commentaire et laisser également vos questions. Donc, on va rapidement aller sur le sujet. Donc, on parle aujourd'hui de Gamify et le titre fait plus référence à Pay and Play. Donc, on a des options qui ressortent. Donc, on a Play to Earn et on a des modèles classiques que on connaît un peu tous avec les modèles de jeux vidéo, tout simplement le pay to play. Donc, c'est quoi un peu cette différence entre play to pay, play to earn? On va essayer d'aller rapidement là-dessus dans un premier temps.
Donc, la gamify, de façon simple, dans son étymologie, nous présente deux aspects, gaming, aspect classique, et finance, DeFi, donc finance décentralisée. Donc, on a l'association de gaming classique et de la DeFi. Donc, la finance décentralisée fait référence à un nouveau modèle de gestion dans lequel les parties prenantes, comme les utilisateurs, ont à présent des droits sur un système qui est dit décentralisé. Et à ce concept-là se joint le gaming pour permettre en fait aux utilisateurs, sinon aux fans de gaming, de pouvoir également prendre part à des missions, à des jeux, à un nouvel environnement de jeu dans lequel ils auront en fait plus d'accessibilité, ils auront en fait plus d'opportunités. Et la Gamify va permettre tout cela à travers le système de la blockchain. Donc aujourd'hui, on a des concepts de jeux pour lesquels on est récompensé pour nos efforts. On est récompensé pour le temps de jeu qu'on y passe. Ce qui n'est techniquement pas dans un premier temps dans la logique des jeux vidéo classiques, des gaming classiques. Donc, que ce soit dans le temps de jeu, que ce soit dans les items qu'on acquiert dans le jeu, on ne retrouve pas forcément cette dynamique-là dans un premier temps dans les jeux vidéo classiques. Mais la Gamify est venue apporter cela. Donc, avec la Gamify, on entre pleinement dans le concept de play to earn. Mais comment est-ce qu'on arrive véritablement à ces étapes-là? Je pense qu'au cours de cette session, on va toucher quelques points, en plus des opportunités que la Gamify pourra nous donner. On va évoquer quelques points. Et le premier point sur lequel on va essayer de naviguer avec Marvin, en tant que fan, en tant que vraiment quelqu'un qui est dans le milieu et qui est vraiment fan de gaming, comme il a présenté, c'est de pouvoir partir sur un premier aspect. Donc aujourd'hui, Marvin, quel est ton avis en fait sur la Gamify et le gaming classique? Ok. Selon moi, le gamify serait comme une nouvelle technologie qui pourrait, on va dire, apporter un plus à ce qu'on pourrait appeler le gaming classique. Par plus, je veux dire, si on prend l'exemple de la motion capture, avant, pour faire certains mouvements, on n'utilisait pas forcément la motion capture. Il y a eu, avant ça, je crois, comme je disais, l'ancêtre du motion capture qui est la rotoscopie. Et la rotoscopie était, on va dire, un moyen où on filmait les mouvements de quelqu'un dans la vie réelle en train de faire les différentes actions. Donc, je te laisse un peu imaginer la scène, toi dans la rue en train de faire des mouvements de karaté, par exemple, pour être ensuite réutilisé dans un jeu. Et je crois que il est utilisé dans l'un des premiers Prince of Persia, je sais plus lequel, mais je crois que dans l'un des premiers Prince of Persia, on a utilisé cette technique-là. Et si on part du principe que c'est une nouvelle technologie et que la Gamify plutôt est une nouvelle technologie, en parlant déjà de, comme tu l'as dit, de la finance décentralisée, si je pense déjà à la blockchain et aux crypto, il est plus que probable que la Gamify puisse apporter un plus à à plusieurs niveaux, on va dire, de l'industrie du jeu vidéo. Déjà, si on prend au niveau de, comment je vais dire ça, au niveau de, par exemple, les plateformes qui permettent d'avoir accès à ces jeux. Par exemple, l'Epic Game Store pour Epic, qui permet d'avoir accès aux jeux Fortnite, ou alors Steam, par exemple, qui permet d'avoir accès à tout un tas d'autres jeux, on va dire, parce que je crois que c'est la plus grosse, si je ne me trompe pas, la plus grosse plateforme qui permet d'avoir accès aux jeux, on va dire, sur ordinateur, enfin, sur PC. On peut dire que avec ce moyen-là, il pourrait déjà permettre l'intégration d'achat, par exemple, de passe ou de n'importe quel élément dans un jeu à partir déjà du système ou peut-être même déjà l'achat d'un simple jeu
ou de tout ce qui se rapporte autour, c'est-à-dire les DLC et les petits événements qui seront là à partir de la blockchain et des cryptos que l'utilisateur aura, on va dire, en sa possession et qu'il sera en mesure de débourser, par exemple. Lorsque je touche, on va dire, un peu plus loin au niveau du Gamify, c'est-à-dire avoir un moyen de, comment j'ai dit ça, l'autre aspect, qu'est-ce que tu avais dit, de posséder un élément, un asset dans le jeu. On peut voir déjà un exemple avec un jeu comme Counter-Strike où de base c'était un mode qui est devenu le jeu qu'on connaît en fait. Le mode, c'est la modification d'un jeu qui permet de créer, on va dire, une nouvelle expérience. Et c'est ce mode-là qui est devenu aujourd'hui un jeu. Et ce jeu-là permet aux joueurs, aux utilisateurs, d'avoir des éléments, des skins qui sont rares, ce sont des éléments qui rendent des armes un peu spéciales, que ce soit au niveau beauté, au niveau peut-être souvent de, des techniques, ça dépendra, mais c'est beaucoup plus au niveau de l'aspect, on va dire, qui permettent à un joueur de peut-être de se reconnaître en disant oui, moi j'ai tel skin, j'ai tel asset sur mon âme, c'est moi qui l'ai en fait. Et en fonction de la rareté du skin et de ce qu'il est possible de comment est-ce qu'il est possible de l'avoir, il peut être vendu plus ou moins cher, ce qui peut sur les plateformes de revente qui tournent autour de Counter-Strike. Et ça pourrait être un plus déjà pour les joueurs. Je pense déjà avant ça aux joueurs qui vont pouvoir faire euh, du profit sur leurs éléments, sur leurs différents assets, leurs skins. Et ça pourrait être un plus déjà pour eux. Et en même temps, ça pourrait être un moyen pour les développeurs d'engrainer d'engranger de la manne financière plutôt. Et ça se retrouve dans le jeu Star Citizen, où lorsque les développeurs veulent acquérir de l'argent pour continuer le développement du jeu, ils créent des éléments uniques ou des vaisseaux, parce que c'est un jeu je crois que si je ne me trompe pas, c'est un jeu qui se passe dans l'espace, où lorsque tu achètes un jeu, ça va être de l'argent. Enfin, lorsque tu achètes un vaisseau ou des armes précises pour ton vaisseau, ça se passe avec de l'argent réel, en fait. Et lorsque tu permets, on va dire, tu achètes ces éléments-là, l'argent revient déjà aux développeurs qui permettent, ce qui leur permet, eux, de pouvoir travailler et d'améliorer déjà dans le plaisir du jeu pour les joueurs et de pouvoir mener à bien le développement plutôt de différents jeux, en fait, enfin, de la suite de l'expérience du jeu. Ce qui permet, on va dire, euh, je vais dire, un certain équilibre entre joueurs et développeurs. Là où, dans certaines industries, enfin, dans certains jeux, on ne voit rien jusqu'à la fin. Dans le jeu Star Citizen, plutôt, c'était difficile. Tu peux acheter tu peux voir les éléments que tu vas acheter dans le jeu et permettre en même temps aux développeurs de continuer le développement, de continuer le développement du jeu et de permettre, on va dire, au fur et à mesure, d'améliorer l'expérience. Ce qui permettra à plus long terme, on va dire, bah, un meilleur jeu, je vais dire. Un meilleur jeu parce que si les développeurs, on va dire, plus de moyens, il est possible qu'ils se mettent un peu plus, qu'ils travaillent un peu mieux parce que là, vous voyez un peu, le joueur voit un peu ce qui se passe. Il sait que son argent va servir à acheter tel vaisseau qui sera lui, qu'il pourra utiliser dans le jeu. Et sur toutes les différentes planètes ou sur tous les différents systèmes que
les développeurs auront, on va dire, développé en fait. Et ça peut être un grand plus, je vais dire, que ce soit pour les joueurs, comme pour les développeurs et leurs différents éditeurs. Du coup, je me dis, l'alliance de la Gamify et du gaming classique pourrait être une bonne, comment je vais dire ça, un bon point dans le sens où ça pourrait aider les deux parties, mais il faudrait savoir, on va dire, quel, quel jeu serait le plus adapté, on va dire, parce que certains jeux n'ont pas forcément besoin de ce genre de pratique pour exister. Des jeux comme des point and click, c'est-à-dire sont des jeux un peu narratifs où tu dois appuyer ou cliquer sur telle information, tel élément du décor pour avancer. On n'a pas forcément besoin de cette, comment je vais dire ça, de forcément cette manne financière là, ou de ce, cet échange entre utilisateur et développeur, parce que c'est plus une histoire, un scénario qui se poursuit jusqu'à la fin. Il n'y a pas forcément de service à acheter, d'éléments, de skins, par exemple, ou qui veulent permettre de changer l'expérience du jeu. C'est une expérience du jeu unique à tous. Et voilà, en fait, c'est ce que je pense. Certains jeux pourraient être adaptés pour intégrer le Gamify et d'autres non. Voilà un peu mon avis. Bon, merci. Je pense que ce premier point est vraiment clair. Et moi, je retiens et je suis d'accord avec ce que tu as dit. Bien qu'étant vraiment à pied plein dans le milieu de la gamify, c'est de constater en fait que effectivement tous les jeux n'ont pas forcément besoin d'être gamifiés, si je peux le dire ainsi en fait, parce que effectivement il y a encore des aspects qui ne sont pas ou qui ne peuvent pas véritablement être totalement modulables ou pris en compte dans la suite et pour l'expérience du joueur. On constate aussi certaines difficultés. Donc, pour les jeux qui sont déjà là en tant que jeux gamify, donc sur les différentes plateformes, dans la conceptualisation, dans la représentation et même dans le modèle, que ce soit en 2D ou en 3D, on a encore des difficultés avec ces modèles-là. Parce que la structure à laquelle cette nouvelle expérience de jeu répond, qui est de permettre aux utilisateurs de à la fois avoir une expérience de rewarding. C'est vrai, de base, dans le concept de nouvelle finance de gaming, mais on se heurte facilement d'entrée de jeu en fait à la difficulté que on peut avoir en fait dans la modélisation et dans la transformation qu'on peut avoir de cette représentation de gaming classique là au nouveau gaming. Et tu as parlé euh, des modèles que tu as mentionnés en fait d'entrée de jeu. Tu as parlé de spectro, rétro, quelque chose comme ça dans la suite et dans l'utilisation des mouvements, par exemple. Donc, il y a encore cette Oui, difficulté-là. Mais tout à à la fait, tout fois, à mais à la fois aussi, justement, dans les jeux ordinaires qui sont déjà présents, la possibilité également de tout simplement intégrer des systèmes de rewards qui permettraient, par exemple, à des utilisateurs, à des joueurs, lorsqu'ils possèdent des compétences, des skins, de pouvoir les sortir du jeu et les utiliser dans un autre jeu, par exemple, c'est quelque chose également sur lequel je pense qu'il y a du travail, il y a encore des efforts à faire. Par exemple, à défaut que ce soit des jeux similaires, ça serait par exemple difficile de faire sortir euh, des rewards, des skins obtenus dans ces jeux-là pour les utiliser dans un autre jeu. Je dis n'importe quoi, hein. Je dis n'importe quoi. Par exemple, je suis sur du Fortnite et par exemple, j'obtiens un casque, plusieurs modèles de casques casque à la tête là que je veux pouvoir utiliser par exemple dans du FIFA. Par exemple, en mode création de joueurs, par exemple, en mode création de joueurs, je veux que mon joueur, par exemple, ait un casque, tu vois, et que ce casque-là, il puisse l'utiliser dans FIFA. Tu vois, ce genre d'options-là, bon, à moins qu'on soit peut-être des modeurs
Parce que je sais que de la communauté, de cette communauté aussi, il y a tout plein de choses qu'on voit, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit simplement d'enlever d'un jeu A un item pour le mettre dans un autre jeu B et pouvoir avoir une autre expérience de jeu. Bon, là, on s'éloigne un peu du modèle principal, mais je veux dire, il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Et si ça arrive, si bien sûr ce genre de choses-là doit arriver, je pense que peut-être que ça sera pour plus d'expérience de jeu ou bien pour améliorer quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai une deuxième question. Donc, le deuxième point que je veux toucher, je pense que ça parlera justement de mots, de codage, de développement. Est-ce que toi, en tant que profil développeur, il y a des avantages pour toi, par exemple, à bosser sur des projets de Gamify plutôt que des projets de jeux vidéo classiques? C'est une question, on va dire, intéressante en fait. Parce que, comme je le dis, tout dépendra du jeu vidéo en lui-même. N'im- euh, N'importe quel jeu vidéo ne peut on va dire, ne pourra pas forcément se prêter à ce modèle. Déjà, comme lorsque tu parlais, tu as pris l'exemple comme tu l'as dit, de retirer par exemple un élément de Fortnite pour le mettre dans FIFA par exemple. On va dire, c'est peut-être un exemple un peu, comme tu l'as dit, un peu dit à la va-vite, mais dans un sens, s'il y a des événements, parce qu'il y a souvent dans les jeux dits, je vais appeler ça les jeux, on va dire service ou pay to win. Les pay to win sont des jeux où tu investis, on va dire, de l'argent réel pour pouvoir, on va dire, monter un peu plus vite en compétence que tel autre joueur, avoir peut-être tel joueur que l'autre n'a pas, par exemple, ou, bref, je pense que vous voyez un peu la situation. Dans un jeu dit pay to win, par exemple, ce genre de modèle peut permettre déjà à l'utilisateur lorsqu'il y a des événements, par exemple, d'acquérir l'asset qu'il a, par exemple, dans Fortnite. Supposons, on va dire, je vais continuer sur ton exemple, on va dire, il y a eu cet événement-là où peut-être il y a eu, on va dire, une collaboration entre Fortnite et puis FIFA, où on peut peut-être jouer Messi dans Fortnite et puis peut-être avoir des vêtements ou des skins de FIFA pour les mettre à son joueur. Lorsqu'il y a, on va dire peut-être, je sais pas, peut-être tel logo ou tel vêtement qui peut porter peut-être à l'entraînement, je sais pas, un exemple, comme je dis comme ça, hein. On peut dire oui, à ce moment-là, peut-être, ce genre de modèle peut permettre, on va dire, euh, de passer, en fait. Et quand je prends sur l'aspect, on va dire, on va dire, foncièrement gamify, qui est gamify, à savoir avoir déjà la, la paternité ou la propriété d'un objet et pouvoir se faire financer dessus. Je pense, je viens de penser au jeu Brawl Stars. Je sais pas si tu connais, c'est un jeu où vous jouez les petits personnages en équipe de 3 ou de 5, je crois. En Absolument. équipe de C'est 3. le studio de Clash of Clans. C'est ça, exactement. Je crois que leur studio s'appelle Supercell. Et Yeah. dans ce jeu-là, j'ai remarqué, quand j'y ai déjà joué, et je me suis rappelé une fois que il y avait une partie, on pouvait créer ses pop maps. Je sais pas comment les gens faisaient, mais il y avait une partie, on pouvait créer ses pop maps. Et lorsqu'on jouait, à la fin, on nous demandait de voter. Est-ce que la map nous a plu? Est-ce que ça nous a pas plu? Et en fonction de ça, je crois à la fin d'une certaine période, on montrait peut-être la map la plus appréciée, c'est-à-dire le terrain le plus apprécié des joueurs. Déjà, ça veut dire que quelqu'un a créé cette map, ce quelqu'un-là a pris son temps déjà et a la propriété sur cette map. Mais si on part du principe que grâce à ce quelqu'un-là, des gens ont joué à Brawl Stars avec sur cette map-là, et peut-être que cette map pourrait peut-être être utilisée dans le jeu, on va dire ce quelqu'un en question pourrait être rémunéré en retour
par Supercell pour avoir déjà permis à, à des gens de pouvoir jouer à leur jeu, en fait, par exemple. Parce que s'il y a des gens qui ont voté pour toi, c'est que des gens ont aimé ton travail et que des gens jouaient quand même. Du coup, ça me permettra à celui qui a a créé la map de peut-être pouvoir gagner un truc. C'est un exemple, je sais pas comme s'il rémunère ceux qui font les maps là, mais je sais que ça pourrait être un exemple dans un autre jeu, par exemple. Et quand je pense à ça, je sais qu'il y a plusieurs autres jeux qui permettent de faire des maps. Fortnite permet de faire des maps pour certains. Je crois, oui, il y a un moyen de faire des maps. J'ai jamais joué à Fortnite malheureusement, mais je sais que quand je vois, quand je me retourne sur la vidéo qui parle de Fortnite, certains disent venez jouer sur ma map, venez jouer sur la map que j'ai faite et tout. Et c'est pas toujours les maps, on va dire classiques, si je peux le dire. Enfin, c'est pas toujours la map classique. Ce sont des trucs un peu avec des différences où ils ont placé tel objet à tel endroit, tel moyen d'avoir plus d'XP, enfin, plus d'expérience à tel autre endroit. On va dire, c'est fait sur mesure pour eux et leur communauté en général, en fait. Et donc, ça permet de ramener des joueurs sur le jeu. Et donc, ça pourrait, à, à la fin, être, permettre à ces gens-là d'être rémunérés, en quelque sorte. Pas forcément des millions, des milliers, des trucs, mais en fonction de peut-être du temps de jeu sur, comment j'ai dit ça, en fonction du temps de jeu, il pourrait être rémunéré. Et ça, c'est le côté positif pour pour les joueurs. Mais si on prend ça aussi pour le côté développeur, comme je l'ai dit, souvent ce genre de map là, lorsque c'est bien calibré, bien utilisé, les développeurs peuvent, on va dire, déjà s'en servir pour les utiliser dans le jeu. Voilà. Ils vont regarder la map, ils voient que oui, ça peut devenir map officielle du jeu. Et en même temps, ça permet aux développeurs peut-être de gagner du temps sur peut-être une map qui était peut-être temporaire. À un moment donné, les gars ont fait sa map, les gens aimaient, bah, pouf, il a continué sa vie. Ça pourrait permettre aux développeurs de dire, ah, on prend les 5 meilleures maps que les gens ont appréciées, on ajoute peut-être nos 5 maps qu'on vient de créer. Ça pourrait créer du contenu en plus de manière plus rapide, on va dire, pour comment je vais dire ça, pour les développeurs, en fait. Et ce n'est pas le seul jeu. Si je continue, si je prends, on va dire, l'aspect sécurisé, mais en même temps qui permet d'échanger de l'argent avec les cryptos, je pense déjà au jeu, je vais dire, au jeu dit métaverse. Ce sont les jeux comme les jeux où déjà tout ce que tu achètes à l'intérieur de ces jeux-là, ce sont on va dire ça se fait avec de l'argent réel. Bon, j'ai dit ce sont des jeux dits métaverse, mais c'est juste une expression que je viens d'utiliser. J'espère que les gens ne vont pas retomber dessus. Non, mais je vois exactement ce que tu dis. Ce sont des modèles un peu comme Sandbox, par exemple, sur lesquels on a parfois le méta. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, pour ne pas trop te couper, ce que tu as présenté en ce qui concerne la map, aujourd'hui, Sandbox a inclus pareil outil en fait dans sa stratégie. C'est-à-dire, on ne vient plus uniquement la map principale des devs qui ont été mis pour tout le monde, mais on permet aujourd'hui à partir des modèles de codage open source à chaque gamer de pouvoir créer sa propre map et de pouvoir y mettre des quêtes, des requests, envoyer les gens de sa communauté et pouvoir naviguer à l'intérieur et tout en gagnant des rewards. Exactement. Et c'est un moyen, on va dire, qui permet de faire vivre le jeu, qui permet à la communauté déjà de faire vivre le jeu en même temps que les développeurs, parce que, mine de rien, dans l'industrie, souvent les développeurs souffrent beaucoup, en fait. Obligés de souvent accélérer, faire des journées, de très grosses journées pour, franchement, c'est compliqué, en fait. Et quand je pense, on va dire, aux jeux dits Metaverse, comme je disais, je pense à des jeux comme Second Life ou Entropia, par exemple, ou peut-être
tout ce que tu achètes dessus, comme je disais, tout ce que tu achètes dessus se fait avec de l'argent réel. C'est-à-dire, tu vas acheter une maison, oh, tu payes le prix de la maison. Évidemment, ça ne sera pas forcément le même prix qu'une maison IRL, mais tout ce que tu vas acheter, tu vas devoir le faire avec de l'argent réel, en fait. Et à ce jeu-là, il y a des exemples où des gens sont devenus, on va dire, beaucoup plus riches, en fait. Je crois, si je ne me pas sur Entropia, il y a le joueur Never Die qui a mis toutes ses économies, qui a mis tout ce qu'il a, je crois, il a même hypothéqué sa maison. Il a mis tout ce qu'il avait sur le jeu. Il a miné, recueilli des éléments, recueilli tout ce qu'il avait à recueillir. Et je crois qu'il a ouvert un club, en fait, le club Never Die. Et ce club-là, vu que, comme je vous l'ai dit, tout se paye, on va dire, euh, avec de l'argent réel, ce club était devenu prisé sur le jeu, en fait. Un club qui accueillait quasiment tout le monde. Et je crois qu'avec ça, il arrivait à se faire un très gros montant par an, jusqu'à ce qu'il lui-même, il revende ce club-là à, à une, comment je dis ça, à une entreprise hors du jeu, en fait, qui ont vu le potentiel et qui ont racheté le club, en fait. C'est comme ça qu'il est devenu, je vais dire, riche and riche. Et on peut dire que ce, cet échange d'argent-là aurait pu se faire, par exemple, si on touche à la Gamify, déjà, on peut dire que oui, il pourrait avoir la propriété sur ce club déjà parce que c'est lui qui a fondé, c'est lui qui a mis l'argent dessus. Mais il avait, avec le moyen de travailler avec la blockchain et les cryptos, ça aurait pu lui permettre, on va dire, quel est le mot là, de sécuriser encore plus ces différents, comment je dis ça, ces différents transferts d'argent, ces différents déplacements monétaires qu'il aurait pu faire à l'intérieur et à l'extérieur du jeu, par exemple. Et on va dire ça aurait pu être un plus, en fait, pour pour ce jeu-là et aussi pour les développeurs parce que, si je ne me mens pas, dans ce genre de jeu, il y a quand même une petite commission, si je ne me mens pas, oui, qui revient, on va dire, aux développeurs ou bien à l'entreprise qui a développé le jeu, en fait. Et c'est un peu ce genre de manne financière là qui permettrait à certains jeux de pouvoir sortir, par exemple. Si je pense, on va dire, à, à d'autres moyens d'intégration de jeu, comme je disais, je parlais tout à l'heure de skins et des différents assets. Il y a plein de jeux qui ont, on va dire, qui ont ce genre de modèle comme moyen de financement, en fait. Si tu enlèves Brawl Stars avec les skins, tu as Fortnite aussi avec les skins, tu as Call of Duty mobile et les autres aussi, je ne connais pas tous les autres titres, mais je suis plus familier avec Call of Duty mobile, avec les armes et les skins aussi. Tu as plein de jeux qui ont ce modèle-là et qui, on va dire, avec cette panne financière, permettent aux développeurs de travailler plus longtemps parce que désormais, on va dire, les, on ne fait plus des jeux, à part très rarement, on ne fait plus des jeux qui se finissent d'un coup. Il y a toujours des éléments en plus, c'est-à-dire comme on appelle des DLC, qui sont des éléments, des packs, je vais dire des packs de missions ou d'autres événements qui permettent, on va dire, d'ajouter au truc du jeu. Et on va dire, c'est cette manne financière-là qui leur permet d'avancer, on va dire, au fur et à mesure dans le développement et de pouvoir fournir la meilleure expérience aux joueurs. Et être sûr de pouvoir utiliser le modèle de la Gamify dans ces jeux permettrait déjà aux développeurs comme aux joueurs déjà de sécuriser tout ce qui se passe dans les jeux, sachant qu'il y a de plus en plus de jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Ça pourrait déjà les protéger de certaines choses. Mais aussi,
Ça permettrait, ça permettrait à, on va dire, aux différents développeurs de pouvoir récupérer de l'argent euh, à partir des différents services qui vendront à partir des microtransactions qui seront à l'intérieur du jeu et de pouvoir continuer, on va dire, à travailler sur les différents jeux en fait. Tout en peut-être faisant, parce que si je prends l'exemple de Call of Duty, il y a souvent des événements qui se, qui se, qui se font à l'intérieur du jeu. Faire ce genre d'événement permet aux développeurs de gagner de l'argent, mais en même temps de, on va dire, de récompenser les joueurs qui vont y participer, en général avec que ce soit des skins, des armes spéciales, mythiques. J'en ai déjà une et ce sont des jeux qui te mettent, on va dire, je vais dire, qui te différencient des autres joueurs, du joueur lambda qui, lui, bon, on va dire, il joue au jeu normalement, mais avec ce que tu auras eu, tu pourras, on va dire, avoir, on va dire, peut-être quelque chose de rare sur le jeu, par exemple. Et si je continue, je me dis, je me rappelle que, vu que c'est Call of Duty, il pourrait peut-être, pas une hypothèse, une très, très, très grosse hypothèse, je veux dire, il pourrait, on va dire, dans un futur proche, intégrant la Gamify, il pourrait permettre, on va dire, de faire communiquer ces différents jeux-là. Leurs différents jeux, par exemple, Call of Duty Modern Warfare et mobile, permettre à un joueur qui a son compte sur Call of Duty chez Activision de pouvoir sortir peut-être tel jeu, telle arme de Modern Warfare pour utiliser sur son compte de Call of Duty mobile ou alors de peut-être Black Ops. Parce que voilà, il aura réussi à, on va dire, il aura permis le Gamify, l'intégration du jeu de Gamify, par exemple, aura permis, on va dire, aux développeurs déjà de créer cet événement pour qu'il ait la propriété sur cette arme à partir de ces différents codes et de l'écosystème d'Activision sur Call of Duty, par exemple. Et ça lui permettra de se déplacer, on va dire, de déplacer l'élément qui est à lui sur ces différents codes, en fait. Comme je le disais au départ avec FIFA et puis Fortnite. Et ça, on va dire, c'est beaucoup plus probable parce que déjà, c'est la même entreprise. C'est Activision qui fait les différents Call of Duty et qui ont les droits sur Call of Duty. Tu vois un peu. Et je me dis, on va dire, ça pourrait permettre aussi de continuer à faire vivre le jeu. Et un jeu qui vit, c'est un jeu qui ramène de l'argent aux développeurs. Et un jeu qui ramène de l'argent aux développeurs permet aux développeurs de créer encore plus de contenu pour ce jeu et pour continuer à le faire vivre. Ça devient un cercle vicieux, positif à l'utilisateur comme au développeur. Ce qui fait que oui, la Gamify aura un avantage selon le type de jeu dans lequel il sera utilisé. Par contre, si on parle du principe qu'un jeu comme, je vais dire, Ori and the Blind Forest, qui est un jeu, je crois, d'aventure, un peu on découvre de beaux paysages, on doit sauver un peu la nature, je crois, là, une forêt qui a perdu la lumière, si je me souviens. Un jeu comme ça n'a pas besoin d'intégrer peut-être le Gamify parce qu'il n'y a rien à acheter dedans. C'est un jeu où tout se débloque au fur et à mesure, où à chaque fois que tu atteins un certain palier, tu as la possibilité de débloquer, on va dire, de débloquer une nouvelle compétence, une nouvelle arme. Et c'est un jeu où tu n'as pas, on va dire, tu n'as pas forcément besoin de déplacer un élément que tu auras acheté parce qu'il n'y a aucun élément, il n'y a aucun élément acheté, tu ne fais que jouer au jeu tout simplement. À part si on parle des DLC, mais les DLC sont en général faits par tous les développeurs sur les dernières années, en fait. Donc, je pense mine de rien, ce genre de jeu-là n'a pas vraiment de raison d'intégrer le Gamify. Même chose pour un jeu comme Life is Strange, qui n'est pas un jeu service où il y a des microtransactions, si je ne mens pas. Un jeu qui raconte l'histoire d'une fille qui a le pouvoir de revenir dans le passé et qui doit faire un effort pour peut-être sauver son ami
à chaque fois qu'il doit échapper à la mort, en fait. Sauf que ça va, on va dire, mélanger un peu un griffe, le continuum espace-temps, si je peux le dire ainsi. Et ce genre de jeu n'a pas forcément besoin d'intégrer la sandbox. Enfin, qu'est-ce que je dis là? Le Gamify, parce il n'y aura pas réellement de choses à intégrer pour que ça fonctionne, en fait. Tu vois un peu. Et donc, je me dis oui, selon le jeu qui sera proposé, ce sera positif aux développeurs comme aux joueurs. Mais on va dire à ce niveau-là, je dirais plus aux développeurs qui pourront produire et permettre à la communauté de créer aussi un jeu, de faire vivre le jeu, de gagner encore plus d'argent et de continuer à faire vivre le jeu. C'est comme ça que beaucoup de jeux, on va dire, aujourd'hui survivent. Et il y a certains jeux qui n'en ont pas forcément besoin, en fait. Et donc, quand ce sera au développeur de voir le jeu qu'il veut faire et de voir l'utilité, on va dire, du Gamify là. Voilà un peu. Absolument, absolument. Moi, effectivement, il y a un point que tu as mentionné qui m'intéresse énormément et qui me fait prendre conscience de certaines choses. Il y a des jeux, par exemple, qui sont venus, qui, dans un premier temps, sont venus avec une proposition de valeur très intéressante, mais qui n'ont pas su, en fait, se positionner, c'est-à-dire sur le long terme. Pourquoi? Parce que, à y penser parfois, je me dis qu'il faut avoir différentes équipes. Lorsqu'on est dans la production, la création de jeux. Et ça va toucher en même temps la dernière question qu'on va aborder. Mais pour revenir au point, c'est que je pense qu'il faut avoir à la fois une équipe qui va créer le jeu et une équipe qui va maintenir le jeu dans le temps. Et je suis tout à fait d'accord quand tu as mentionné le point des DLC, par exemple, qui sont inclus dans le jeu et qui font que un jeu, quand il sort, il n'est pas uniquement, il n'a pas seulement une durée de vie saisonnière. Mais grâce au DLC, il peut s'étendre, s'élargir encore plus et permettre à des nouvelles générations, à d'autres générations à venir, de pouvoir découvrir le jeu, de pouvoir découvrir ce qui pourra se faire en plus. Quand je prends un modèle, par exemple, comme World of Warcraft, par exemple, qui est venu depuis des années, et ils ont réussi à s'imposer d'abord dans le milieu, donc en tant que modèle RPG, et c'était vraiment, il y avait vraiment une hype autour, de pouvoir que, bon, avant, tu pouvais installer tu avais la possibilité d'installer le CD, tu avais le package, etc., etc. Tu le mettais sur ton ordi, tu te connectais, tu créais ta session, tu te loguais, tu pouvais interagir avec un peu tout le monde. Mais après, dans le temps, ils ont repensé en fait progressivement leur modèle de sorte à pouvoir intégrer des améliorations, des new features et de pouvoir permettre aux nouvelles générations en fait de découvrir le game tel qu'il était dans le temps avec tout ce qui pouvait être nouvelle intégration qui se reliait au jeu MMORPG. Du coup, bon, ma question, vu qu'on parle à la fois de façon générale de gaming, de gamify, etc., etc., mais qu'on s'intéresse surtout aussi à nos modèles dans nos communautés francophones. Mon dernier point, si tu veux, c'est de savoir en fait quel est pour toi, quel est ton point de vue en fait sur l'industrie du gaming en Afrique. J'ai envie de dire francophone, mais je vais dire en Afrique de façon générale. D'accord. Ce que mon point de vue, on va dire, concernant le gaming en Afrique, déjà, c'est que ce sont des jeux, on va dire, qui ont le droit d'exister aussi, en fait. Il ne faut pas qu'on se dise oui, mais non, c'est peut-être tel pays qui fait les meilleurs jeux, tel autre pays qui fait les meilleurs jeux. Non, il faut avoir de l'argent. Oui, il faut avoir de l'argent pour faire des jeux, oui. Mais il faut quand même commencer quelque part, en fait. Et en commençant quelque part, on est capable, on va dire, de créer la manne financière qu'il nous faudra pour créer peut-être des jeux beaucoup plus ambitieux. En ce moment,
En ce moment, on va dire, il y a des studios qui commencent à naître, qui ont commencé à créer certains jeux et qui se basent déjà sur des principes intéressants, en fait. Il faut savoir que, euh, il faut savoir, on va dire, créer l'envie, en fait, aux gens de jouer. Moi, tu me sors un jeu, tu me dis, tu veux vouloir faire un jeu, par exemple. Je crois que dernièrement, je l'ai vu sur LinkedIn. Il y a une entreprise qui essaie de faire une sorte de GTA, je crois, à Abidjan. Je me dis, bon, GTA demande énormément de ressources. Est-ce qu'ils ont les bonnes ressources? Est-ce qu'ils ont les Absolument. moyens d'arriver là où ils veulent être? Est-ce qu'on Est-ce peut que vraiment utiliser la map en fait d'Abidjan, par exemple, et tous les quartiers et tous les recoins en fait? Ça demande énormément de travail, ça. c'est ça? Est-ce que on va dire, ils ont la capacité de faire un beau jeu? Parce que il ne faut pas dire, j'ai fait tel jeu qui se passe à Abidjan, mais si le jeu est vide, ça sert à rien. En ce moment, il y a des jeux où, euh, il y a des jeux qui demandent, on va dire, la présence d'écrivains, de romanciers avec les développeurs pour pouvoir avancer. Il y a des jeux comme Assassin's Creed où les développeurs travaillent avec des historiens. Et on va dire, souvent, ce sont de bons jeux. Mais même ce genre de bons jeux, il y a souvent de gros bugs dedans qui font que les utilisateurs, les joueurs ne sont pas toujours fans, en fait. Donc, je me dis, il ne faut pas se précipiter pour faire, on va dire, un jeu parce que telle personne, parce que tout le monde aime ce genre de jeu-là. Il faut faire un jeu qui va plaire aux gens. Il faut savoir faire un jeu qui va plaire aux gens sans forcément copier sur les jeux qui plaisent. Ouais. C'est un peu, je vais dire, le grand plus ici, en fait. Déjà, quand je vois les, les développeurs qui ont fait African Heroes, lorsque j'ai vu la bande annonce, j'ai vu le gameplay, j'ai eu envie de jouer. C'est pas un jeu, je vais dire, un ultra gros jeu, mais c'est un jeu, quand je le vois, je me dis oui, c'est un jeu qui est fait par déjà des Africains, ça m'encourage. C'est un jeu qui est beau. Le gameplay, ils l'ont fait à la hauteur de ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils savaient faire. Et ils ont mis le meilleur d'entre eux. Quand je vois, je me dis, c'est un jeu en deux, je me souviens que je l'ai vu. C'est un jeu qui est en 2D, si je ne me trompe pas. C'est un jeu en 2D, mais c'est un genre de jeu en 2D qui me donne envie de continuer à jouer, en fait. Parce que tous les jeux n'ont pas forcément besoin d'être 3D, par exemple. Il faut savoir faire ce qu'il faut faire et ensuite monter au fur et à mesure. Les premiers GTA n'étaient pas comme ça. Les premiers GTA, que je me souviens, j'ai- enfin, les images que j'ai vues plutôt, c'était un jeu bizarre en vue de dessus où on essayait je crois le joueur était vraiment, c'était un jeu un peu Ouais, différent de ce qu'on a en ce moment, en fait. effectivement, c'était un Et modèle de plateforme aligné, un peu 2D, où tu interagissais, un peu comme les anciens contrats avant. c'est ça. C'est ça. Et sauf que c'était un jeu en vue du dessus, même pas en vue de côté. Donc c'était compliqué, on va dire, mais au fur et à mesure, grâce à l'argent qu'ils ont pu engager avec les jeux, avec leur premier jeu, ils sont montés au fur et à mesure en compétences, ils ont créé d'autres jeux et ça, on va dire, ça a créé l'empire qu'ils ont aujourd'hui. En ce moment, euh, les développeurs de chez Rockstar, qui sont ceux qui font les jeux vidéo, peuvent se permettre de s'asseoir, de prendre 6 ans, voire 10 ans pour développer un jeu, et tout le monde va attendre le jeu, parce qu'on sait que quand ils prennent leur temps pour faire le jeu, ce qui va sortir sera une masterclass. Il y a eu, je crois, le dernier GTA est sorti en 2013. Mais avant ça, je crois qu'il y a eu un GTA en 2009 ou en 2008 ou 2007 là. C'est quand même au moins 5 années. C'est pas comme Ubisoft qui fait souvent sortir des jeux entre un an et demi et 2 ans après, ce qui fait que ce sont des bons jeux, mais pas forcément en fait. Tu vois un peu. Du coup, ce que je pourrais reprocher à certains studios africains, c'est de vouloir faire des choses dont ils n'ont pas forcément les moyens. Mais en même temps, c'est bon d'être ambitieux, mais il faut savoir ce que tu peux faire à l'instant T. Parce que c'est un peu, comme on dit chez nous, c'est un peu qui devient beaucoup.
Si tu as commencé tout petit, demain, là, avec ce que tu auras gagné, tu pourras viser encore plus grand et ainsi de suite pour devenir ce que tu veux être. Si je prends un exemple, on va dire, comment je dis ça, King, je crois que c'est une société, je sais plus c'était, ils sont de quel pays là. L'entreprise King possède, comment il appelle ce jeu là? C'est un jeu mobile, Candy Crush, voilà. Candy Crush est un jeu qui rapporte tellement d'argent, ça fait peur en fait. Pourtant, c'est un jeu où tu déplaces juste des bonbons, tu déplaces trucs, ça doit former des trucs. Le jeu n'a pas forcément besoin d'être le plus gros jeu du monde. Si c'est un bon jeu et que tu sais tu sais, on va dire, faire en sorte de le vendre et de permettre aux gens de dépenser de l'argent dessus, forcément, on va dire, l'argent va rentrer en fait. Donc, ce que je pourrais penser, c'est que le gaming en Afrique a le temps de, de grandir, a le temps de ce truc, parce qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de technologies qui vont, faciliter la vie aux développeurs ici. Mais en même temps, ce sera à eux de savoir quel jeu faire, à quel moment, et puis comment le faire pour que cela plaise aux différents acteurs, aux différents joueurs qui sont sur le terrain. Moi, un jour, je m'imagine bien, je me rappelle qu'on a déjà vu des mods où les gens ont fait jouer, comment elle s'appelle, la princesse Elsa contre je sais pas quel personnage bizarre de Disney encore, pour un Ah oui. combat, en fait. Ils ont copié en fait le setup de Mortal Kombat et ils ont inclus les personnages. Exactement, Si, c'est ça, attends, je pense que c'était contre Blanche-Neige, quelque chose comme ça, ou Japon Rouge, ça. c'est Mais ça. oui, mais Un truc comme ça ça. vraiment. Moi, je me dis, déjà, je vois bien un jeu sur peut-être sur mon gros côté qui nous permet de découvrir l'histoire au fur et à mesure. Pas forcément un jeu où comment je dis ça? Pas forcément un jeu en 3D, mais peut-être un jeu en 2D qui, à chaque instant, à chaque moment, montre peut-être une petite cinématique pour montrer un peu ce qui se passait à cet instant-là, pour lui permettre d'avancer, aller faire ses combats contre telle personne ou bien tel grand autre personnage de l'histoire. Moi, je vois bien aussi des modèles créer des combats où tu vois sur mon groupe quand tu se battre comme Zeus, par exemple. Ou bien, Ah, mais c'est pas non, quel autre gars. et là c'est un peu trop fort là. On n'a même pas pris du Non! sable C'est par c'est- exemple c'est- contre, je c'est un sais pas. exemple, c'est un exemple, tu vois. Là, on rentre dans C'est- le multivers. Non, mais là, c'est trop fort. Je pense que ton exemple est trop fort, en fait. Non, oui, en fait, Oui, on peut dire que c'est genre un peu ça, en fait. Tu peux expliquer, tu peux faire des jeux sur des explorateurs d'ici, tu peux faire des jeux sur l'histoire, en fait. Assassin's Creed fait des jeux historiques, même s'ils ajoutent un peu la présence des assassins, mais on peut créer des jeux qui seront intéressants tout en restant fidèle à notre culture et à ce qu'on peut faire à l'instant T. Voilà un peu mon avis, en fait. oui, mais c'est justement ça. Je ne vais pas être long pour terminer, mais je veux dire, c'est justement ça, en fait. Ce que tu dis, je le partage, mais est-ce que c'est pas un peu ça aussi le challenge? De voir, en fait, que tu vas faire un jeu, pour le jeu, en fait, pour lequel tu veux qu'il y ait une communauté. Si tu n'essaies pas de suivre un peu un modèle un peu global, j'ai envie de dire, quelles sont les personnes qui vont venir, ou bien combien de personnes vont venir se connecter en fait à ton jeu si ton jeu n'est pas, par exemple, exportable ou vendeur. Tu le fais et peut-être qu'il est apprécié juste par une petite communauté. Est-ce que véritablement, en tant que développeur, en tant que créateur de jeux, c'est quelque chose qui peut encourager véritablement, sachant le nombre d'heures en fait, qu'on a à passer dessus et voir que ça sera juste à De, comment je vais dire ça? Il y a, ça c'est on va dire, le côté développement, c'est savoir faire un jeu et tout, qui sera plus plaisant et autres, mais comme tu l'as dit, il faut savoir faire le jeu de manière à ce qu'il s'exporte, mais il faut savoir aussi le vendre en fait. Et ça, c'est une autre compétence. Il y a des jeux qui sont sortis qui n'ont quasiment eu
aucune, comment je vais dire ça, aucune publicité. Il y a des choses qui sont passées, tu ne sais pas ce qui se passe, tu regardes seulement. Bon, quelqu'un va faire son truc de son coin, que ce soit ici comme ailleurs, hein, en Occident ou pas. Tu vois souvent, il y a des jeux qui sont sortis, tu te lèves le matin, tu penses que peut-être c'est parce que tu es en Afrique ou bien que tu n'es pas trop actif sur le côté jeux vidéo que tu ne vois pas, mais même chez eux là-bas, ils ne savent pas que le jeu est sorti parce que les gars n'ont pas forcément fait une très bonne communication, ils n'ont pas juste su vendre leur jeu, par exemple. Donc, comme tu l'as dit, le challenge permet de faire du bon jeu, c'est vrai, de pouvoir savoir se vendre et tout, mais il y a savoir se challenger, mais et il y a aussi savoir connaître, on va dire, je ne veux pas dire ses limites, mais savoir faire les bonnes choses au bon moment, en fait. Supposons que je cherche à faire un jeu GTA, j'ai pas les moyens, j'ai pas de truc, mais je veux forcément faire un jeu qui s'y rapproche. Qu'est-ce que je fais? Je trouve un moyen de chercher, on va dire, quelque chose qui plaît comment je dis ça, aux gens, déjà, et je crée, on va dire, mon histoire à partir de là, tout en me collant, on va dire, un modèle proche de ce que je peux faire, en fait. Je ne dis pas aux développeurs ou à l'industrie de ne pas chercher à viser grand, mais de chercher à viser quelque chose qu'ils peuvent faire à l'instant T et de chercher à grandir au fur et à mesure, en fait. C'est ça la vérité. Le jeu Ori and the Blind Forest n'est pas un jeu qui est ultra connu, mais c'est un jeu qui a fait beaucoup parler lorsqu'il est sorti. Il y a par exemple un jeu comme Undertale. C'est un jeu que je ne maîtrise pas trop, je ne saurais pas bien t'expliquer. C'est un jeu qui est sorti, développé par une seule personne, en 2D, quasiment pixel art. C'est-à-dire, il a fait ce qu'il pouvait faire, il a mis une bonne son, un très beau, on va dire, la musique est bonne, l'histoire est belle, il y a des choix qui sont poignants, mais le jeu, quand tu le vois, si tu n'es pas vraiment un connaisseur du jeu, tu es capable d'éviter, en fait. Tu peux te dire, oui, je n'aime pas les graphismes, on dirait les jeux de PlayStation 1 ou bien peut-être de Tetris, mais le jeu, dans sa profondeur, l'histoire fait que tout le monde attend la suite, tu vois. Et quand je dis tout le monde, je veux dire tous les fans, tous ceux qui ont joué. On va dire, le jeu est un des meilleurs jeux qui sont sortis ces dernières années. Et pourtant, il a été fait par un seul homme, en pixel art, et avec une bonne son que je crois il a fait lui-même, si je ne mens pas. Pour ça, je suis pas très sûr, mais tu vois, il a fait un jeu à sa hauteur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, absolument, C'est absolument. c'est un peu ça, en fait. Et par exemple, supposons que tu n'as pas les moyens de créer quelque chose de super musclé comme peut-être un God of War. Mais tu peux créer une bonne histoire bien profonde qui va faire que les joueurs vont rester jusqu'à la fin de ton jeu, tu vois. Il faut savoir mettre ses compétences là où il faut quand on n'a pas forcément tous les moyens de monter. Il ne faut pas se mentir, l'industrie du jeu vidéo en Afrique n'est pas forcément la plus développée. Mais ça signifie que l'industrie du jeu vidéo en Afrique a encore beaucoup de potentiel à exploiter et je souhaite à tous les développeurs de continuer à faire de leur mieux et à grandir au fur et à mesure, en fait. Et c'est comme ça, je pense, que l'Afrique posera un pied déjà à la table des plus grands, en fait. Au fur et à mesure, on y arrivera, un pas après l'autre. Voilà un peu là où je voulais en venir. Absolument, absolument. Franchement, Marvin, je pense que je suis, en tout cas, amplement, entièrement satisfait de ton intervention et complètement dans ta logique. Il y a déjà du travail à Merci faire beaucoup. au sens simple du thème de gaming classique et encore un autre grand pas à comprendre l'univers en fait de la gamify et de pouvoir faire ce genre d'intégration-là. Mais comme tu l'as dit, c'est d'aller progressivement, step by step. Et je suis convaincu et je le sais intimement, en tout cas, que cette industrie avec cette nouvelle technologie-là, pour les générations à venir, peut-être que nous-mêmes, on sera même plus là lorsqu'il y aura toutes ces intégrations, etc. Mais C'est ça. je pense que on aura en tout cas d'une manière ou d'une autre notre empreinte également sur ce,
sur cette nouvelle expérience de jeu et tout ce qu'on pourrait proposer en fait aux communautés ici. Donc, je pense qu'on va déjà s'arrêter là pour cette session. Pas de souci. C'est un topic assez vaste et en tout cas, moi, je serais ravi de te retrouver, en tout cas pour une prochaine session et de développer encore d'autres aspects de la chose, donc en ce qui concerne le gaming ou la gamify de façon générale. Et justement, en faisant un clin d'œil à African Heroes, je pense qu'on aura une session également avec le responsable de jeu. Euh, donc, la session sera, en tout cas, présentée, préparée sur nos différents channels. Et je pense que si tu es Mhm. free au cours de cette période, ça sera avec plaisir qu'on pourra te retrouver également avec lui. Je pense que ça sera encore une fois un échange très apprécié. Il pourra nous partager African Heroes, un peu le background, comment est-ce qu'ils sont arrivés aujourd'hui à initier ce genre de culture-là où on nous plonge véritablement dans un modèle RPG de jeu et encore plus dynamique avec nos histoires africaines. Donc, Marvin, je te remercie infiniment. Merci pour ta présence, pour ta Mhm. disponibilité. Et puis, j'espère en tout cas que tu seras avec nous pour les prochaines sessions. Merci beaucoup. Ce fut avec plaisir et ce serait à nouveau un plaisir de pouvoir, on va dire, apporter à nouveau mes meilleures connaissances à la prochaine fois. Absolument, absolument. Merci à toi. Merci à ceux qui nous ont suivis. Les messages, les questions, les points, etc. et tout ce que vous voudrez savoir, vous pouvez les laisser sous la vidéo en commentaire, que ce soit sur LinkedIn ou YouTube, ou encore si vous nous contactez en DM, vous pourrez nous retrouver et voir un peu les actualités, suivre également ce qu'on fait. Et voilà, s'il y a des éléments sur lesquels vous aimeriez qu'on collabore, qu'on travaille, vous pourrez contacter Marvin, tel que c'est écrit sur LinkedIn, moi également, pour rester en contact et surtout ne rien manquer en ce qui concerne nos prochains programmes à venir. Merci à tous, merci pour votre disponibilité. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très vite. Bye bye. Bye bye, bonne soirée à tous.